La neige tombait en lourde et paresseuse spirale sur la campagne belge, recouvrant les camions accidentés, les arbres brisés et les corps brisés de la patrouille de la veille. Le 37e bataillon de chars de la 4e division blindée américaine avait reçu l'ordre de tenir l'approche sud de Bastogne. Parmi eux se trouvait sergent-chef Samuel Reeves, un mécanicien de 29 ans, devenu artilleur du Kentucky, penché sur un établi à l'intérieur d'un char Sherman nommé Mabel. Ses mains étaient à vif, le bout des doigts craquelait, mais elles bougeaient avec une précision obstinée, tandis qu'il introduisait des cartouches de calibre .50 usagées dans ce qui semblait être une invention de fermier. Les hommes riaient, surtout lieutenant Jack Hanlon, qu'il appelait l'engin de campagne de Reeves. Reeves ne répondit pas. Il s'essuya simplement l'huile de sa joue et dit « Ça te nourrira plus facilement que ta bouche dans une tempête de neige. » Dehors, l'artillerie allemande chuchotait à travers la forêt. À 9 heures, la radio crépita d'urgence. Les Panthers et l'infanterie allemande avançaient sur Wills Road. Le soldat Eddie Morales, le chargeur, cracha dans la neige et murmura « On dirait que c'est ça. » Les hommes se rassemblèrent autour de la ceinture de munitions improvisées de Reeves, de la ferraille, de la toile et des raccords d'alimentation renforcés provenant d'un semi-chenillé capturé. Il l'avait fabriqué pour éviter tout enrayage en cas de surchauffe du canon de la tourelle. Hanlon eut un sourire narquois. « Le quartier-maître te pendra pour ça, Sam. » Reeves haussa les épaules. « Si ça marche, il peut embrasser ma clé à molette. » Le Sherman se réveilla en grondant, son moteur crachant une fumée grise dans le matin pâle. Ils démarrèrent. 5 hommes, une invention artisanale et aucun renfort. Le premier contact eut lieu près d'un fossé gelé bordé de pins. Un mortier allemand atterrit à 50 mètres du char, le couvrant de terre et de glace. La nouvelle ceinture de Reeves claqua doucement à travers l'orifice d'alimentation, les obus en laiton volant en arc rythmique. Morales cria par-dessus le rugissement. « Ça marche! Elle se nourrit proprement !» Les autres parurent stupéfaits. Même le sourire d'Hanlon disparut tandis qu'il scrutait le périscope, repérant l'infanterie qui avançait. « Gardez-la au chaud, les gars !» Le .50 grésillait comme une lame de scie. La ceinture de Reeves ne rata pas un battement. Pour une fois, personne ne rit. La neige fondait sur la tourelle sous l'effet de la chaleur. À midi, leur position n'était plus qu'un cratère fumant de boue retournée et d'uniformes calcinés. Des dizaines de soldats allemands gisaient éparpillés dans le fossé. Les mains de Reeves tremblaient de recul et d'épuisement. « Les munitions tiennent !» haleta Morales. Hanlon contacta le commandement du bataillon par radio, la voix brisée par les parasites. « On tire toujours. » Le signal de Reeves maintient le Browning Stable. Un bref silence, puis le commandement répondit « Tenez cette route à tout prix, renfort retardé. » Reeves expira, les dents serrées. « Mon engin nous a fait gagner 4 heures de plus. » Dehors, le vent hurlait comme un train de marchandises à travers les arbres. À l'intérieur, ils rechargèrent et attendirent la vague suivante. 5 hommes, seuls dans la neige des Ardennes, plongés dans le silence et la fumée. À la tombée de la nuit, les rires qui emplissaient autrefois leurs chars s'évanouirent. Un silence respectueux les remplaça. Hanlon regarda Reeves et dit doucement « Tu viens de sauver une compagnie entière, espèce de mécanicien fou. » Reeves fixa l'horizon rougeoyant à travers le périscope, des lueurs d'artillerie au-delà de Bastogne. Il murmura « On n'a pas fini. » Quelque part, des blindés allemands recommencèrent à bouger, leurs moteurs grondant comme le tonnerre. Il contracta ses jointures craquelées et attrapa sa ceinture de munitions. Cette fois, personne ne douta de lui. Le lendemain du premier engagement, le givre recouvrait la coque du Sherman. Reeves passa des heures à retendre les maillons de la ceinture, serrant les rivets avec la précision d'un horloger. Son invention n'était pas née de la théorie. Elle provenait de la récolteuse de tabac de son père, dans le Kentucky. Une alimentation constante, sinon on s'enlise à jamais, disait son père. Or, cette même leçon maintenait un char américain en vie. Hanlon observa calmement. « Avez-vous déjà breveté ce truc ?» Reeves eut un petit rire sec. Difficile de breveter quand le monde est en feu. Les hommes du 37e entendirent des rumeurs. D'autres équipages voulaient copier sa ceinture du Kentucky. Les officiers d'approvisionnement étaient sceptiques. Ils disaient que c'était contraire au protocole. Reeves s'en fichait. Sur le terrain,
la fonction comptait plus que les règles. À midi, le bataillon se regroupa près de Chaumont. La neige se mêlait aux vapeurs de diesel. L'air était lourd d'impatience. Les renseignements signalaient une nouvelle offensive allemande vers Bastogne. Le commandement ordonna au 37e de contourner et de perturber la colonne ennemie. L'équipage de Reeves, encore épuisé, rechargea ses munitions. Morales tapota affectueusement la culasse du canon. La vieille a trouvé son rythme maintenant. Reeves acquiesça. Tant qu'elle respire, nous aussi. Ils roulèrent de nouveau, leurs pas grinçant sur la glace. Le long de la route, des camions de la Croix-Rouge avançaient vers le nord. Des blessés empilés en rang, les visages cireux et silencieux. La réalité de la guerre s'imposait. Un canon en état de marche pouvait décider de la survie d'une heure. Cette nuit-là, une fine lune planait sur la forêt. À l'intérieur, Mabel à condensation se figea sur les parois d'acier. Reeves griffonna des notes dans un petit carnet. Mesure, angle de frottement, tension d'alimentation. Il n'était pas seulement un combattant. Il documentait une idée. « Si j'y arrive, murmura-t-il, je la construirai correctement. » Hanlon regarda par-dessus son épaule. « Si on y arrive, Sam, on boira à sa santé. » Dehors, des tirs de mitrailleuses résonnèrent loin dans la vallée. Les hommes se raidirent, puis revinrent dans un silence gêné. Quelque part derrière les arbres, un autre Sherman explosa. Reeves ferma les yeux, entendant les cris dans le casque, murmurant une prière pour que sa propre ceinture ne lâche pas au moment le plus crucial. À 4 heures du matin, les parachutistes allemands lancèrent un assaut nocturne surprise. La forêt s'illumina de tirs traçants. Reeves frappa du poing le tapis d'alimentation. Aucun blocage. Morales cria « Elle ronronne !» Les douilles s'empilèrent à leurs pieds. Le canon du Sherman tonna sans interruption pendant des minutes qui semblèrent des heures. À la radio, une voix désespérée « 37e, on est coincé, il faut un tir de couverture !» Les mains de Reeves s'agitèrent avec une précision irréprochable, la sueur lui glaçant le front. Son invention maintenait le rythme de la survie. Plus tard, les rapports de terrain noteraient « tir de suppression continu, soutenu pendant 4 heures, sans interruption mécanique ». L'expression allait entrer dans l'histoire, même si aucun d'entre eux ne le savait encore. À l'aube, le silence revint, à l'exception du tic-tac du moteur. La forêt autour d'eux était brûlée et creusée de cratères. Reeves sortit, clignant des yeux sous la lumière pâle du soleil. Il baissa les yeux vers la courroie fumante. Toujours intacte, toujours en marche. Hanlon descendit à ses côtés. « Eh bien, Sam, dit-il doucement, il va falloir qu'ils arrêtent de rire. » Reeves ne répondit pas. Il fixa simplement l'est, vers Bastogne, où la fumée montait. La guerre n'avait pas encore fini de le mettre à l'épreuve. 2 jours plus tard, une jeep de messagerie dérapa sur leur position, les pneus crachant de la neige fondue. Un lieutenant tendit à Hanlon une dépêche pliée portant la mention « Urgent ». À l'intérieur, l'ordre du général George S. Patton était libellé. Le 4e régiment blindé relèvera Bastogne immédiatement. Cap au nord, repos minimal. Tous les chars sont opérationnels. Reeves entendit et murmura « Opérationnel, c'est un peu exagéré. » Hanlon plia soigneusement le papier. « Alors, on va étirer les choses, les gars. » Ils firent le plein, chargèrent tous les obus qu'ils pouvaient emporter et vérifièrent la ceinture du Kentucky. L'engin paraissait rudimentaire, tôle boulonnée, tissu de récupération, mais il était devenu leur bouée de sauvetage. Reeves le renforça avec le fil d'un téléphone de campagne cassé. « L'improvisation fait gagner les guerres », dit-il doucement. La marche vers le nord fut un cauchemar. Les routes étaient encombrées de réfugiés, des fermiers belges, des religieuses, des enfants tirant des traîneaux chargés de leurs biens. Reeves lut l'épuisement dans leurs yeux. « On dirait que le monde entier fuit quelque chose », dit Morales. Hanlon répliqua « Et on fonce droit dessus ». La neige se transforma en grésil, la visibilité proche de zéro. La moitié du convoi s'enlisa dans les congères. Pourtant, Mabel Reeves surveillait le système d'alimentation, le gardant sec et huilé malgré le froid. Il enveloppa la boîte de munitions dans une couverture de laine déchirée, murmurant « Reste au chaud, ma vieille ». Lorsqu'ils atteignirent la crête de Remoisville, l'artillerie allemande était en position. Des obus explosèrent parmi les arbres, projetant écorce et feu. Reeves tenait le canon tandis que Morales chargeait frénétiquement.
Leur Sherman trembla sous l'impact, mais continua de tirer. « Il est propre, Jack !» cria Reeves. La voix de Hanlon résonna dans le casque. « Alors, allez, allez !» La colonne allemande en avant commença à se fracturer, prise au dépourvu par le feu incessant. La ceinture de Reeves tenait bon, le canon cyclant parfaitement, même si le gel transformait leur souffle en vapeur. « 4 heures d'affilée !» halta Morales, stupéfait. Reeves garda les yeux fixés sur la ceinture, le rythme d'un homme qui ne faisait plus confiance au miracle, seulement à la mécanique. À la tombée de la nuit, la colonne de secours de Patton perça enfin vers Bastogne. L'équipage de Reeves arriva derrière eux, coque cabossée, peinture brûlée, mais vivant. Les soldats à pied acclamèrent le passage des Sherman. Hanlon salua un groupe de médecins transportant des civières. « On a réussi, les gars !» Reeves hocha simplement la tête, les yeux fixés sur sa création, une machine rudimentaire qui refusait de tomber en panne. « Ne me remerciez pas, dit-il. Remerciez une charrue du Kentucky. » Au loin, les cloches de l'église sonnèrent de faiblement à travers la fumée. Pour la première fois depuis des semaines, Reeves s'autorisa à croire qu'il pouvait enfin gagner. 2 semaines plus tard, la nouvelle de l'invention de Reeves se répandit comme une traînée de poudre dans la division. Un correspondant de Étoiles et Rayurail est arrivé, appareil photo en main. « C'est vous le mécanicien qui a construit la courroie d'alimentation infinie, n'est-ce pas ?» Reeves s'est essuyé les mains graisseuses. « Infinie ? Non, juste têtu. » Le journaliste a ri et l'a pris en photo à côté de lui. Mais le titre est apparu quelques jours plus tard. Une ceinture de munitions improvisée sauve tout l'équipage d'un char à Bastogne. Le commandement n'était pas satisfait. L'intendant rédigea un rapport affirmant que la conception de Reeves violait les protocoles d'approvisionnement. Mais Patton, lui-même intervint, griffonnant dans la marge. L'ingéniosité sur le terrain, félicitez-la, ne la condamnez pas. Cette note a sauvé Reeves d'une cour martiale. Pourtant, la célébrité le mettait mal à l'aise. Des soldats d'autres unités venaient demander des plans. Reeves n'en avait aucun, juste des croquis dans son carnet. « Tout est dans la tension », expliqua-t-il. « Trop serré, il se bloque. Trop lâche, il se nourrit de travers. » Ils ne comprenaient pas toujours, mais ils essayaient. Bientôt, les Sherman sur le front disposèrent de systèmes d'alimentation improvisés, chacun légèrement différent, tous nés du besoin de survie d'un homme. « La nécessité est le seul ingénieur qui compte », dit un jour Reeves, un sourire en coin. Sa ceinture devint le symbole de ce que les soldats américains pouvaient accomplir avec rien d'autre que du fil de fer, de la volonté et une prière. Puis 20 janvier 1945. La neige s'intensifiait. Bastogne était en sécurité, mais les pertes continuaient d'augmenter. Reeves se taisait. Dans ses lettres, il ne parlait pas de victoire, mais d'épuisement. « Ils feront des statues pour les généraux », griffonnait-il. Mais ce sont les mécaniciens qui empêchent ces statues de tomber. Morales le taquina pour son côté poétique. « Écris ça quand on rentrera », dit-il. Reeves ne répondit pas. Il pensait déjà à des améliorations. Un pivot plus souple, un rechargement plus rapide, peut-être même un tambour réglable. L'esprit d'un créateur ne s'arrête jamais, même en temps de guerre. Un après-midi, Hanlon trouva Reeves endormi près du char, un carnet ouvert sur la poitrine. À l'intérieur se trouvaient des schémas, engrenages, poulies, mesures écrites au crayon gras. Hanlon eut un léger sourire. « Tu finiras par le construire, Sam », murmura-t-il. Puis un grondement sourd traversa la vallée, une contre-attaque allemande en approche. Reeves se réveilla, s'essuya les yeux et attrapa la ceinture. « Voyons si elle chante encore. » Et elle chanta, à travers la fumée et le chaos, le rythme obstiné de la survie résonnant à nouveau dans les collines enneigées de Belgique. En mars 1945, les Ardennes se transformaient en boue. La guerre tournait, la résistance allemande s'effondrait, mais aussi les hommes qui avaient combattu trop longtemps dans le froid. Les cheveux de Reeves étaient devenus prématurément gris aux tempes. Ses mains tremblaient même lorsqu'il ne tirait pas. La ceinture du Kentucky était désormais officielle, testée, approuvée et reproduite par les ingénieurs de l'artillerie. Le commandement l'envoya en démonstration à Verdun. Devant des rangées d'officiers, il expliquait les rapports de couple et la friction des biellettes comme s'il donnait un cours d'agriculture. À la fin de la démonstration, un colonel dit « Mon fils, cette ceinture aurait peut-être raccourci cette guerre. » Reeves hocha simplement la tête, trop fatigué pour éprouver de la fierté.
Courte pour nous, dit-il doucement, mais pas pour ceux qui n'ont pas survécu. Après le jour de la victoire en Europe, Reeves retourna au Kentucky, boitant et muni d'une lettre de recommandation de Patton lui-même. La ferme avait disparu, vendue pour dette de guerre. Il ouvrit alors un petit atelier, fabriquant des outils et des petits moteurs. Dans un coin de sa boutique était accrochée la ceinture de munitions d'origine, parfaitement polie, ses maillons soudés par la chaleur. Les visiteurs la questionnaient souvent. Il leur disait « Ce n'est pas une arme, c'est une promesse. Un homme peut fabriquer quelque chose qui maintient les autres en vie. » Parfois, il s'arrêtait, le regard perdu dans le vide, entendant à nouveau le rythme des coups de feu dans la neige. Des années plus tard, un musée de Washington demanda à exposer la ceinture. Reeves refusa d'abord. « Elle appartient à ceux qui l'ont utilisée, dit-il. Mais lorsque Morales, lui-même âgé, vint lui rendre visite et insista, Reeves finit par accepter. La ceinture fut exposée sous verre avec une plaque indiquant « Alimentation en munitions improvisées, Bastogne, 1944. La preuve que l'ingéniosité est une forme de courage en soi. » Les écoliers le regardaient fixement, sans se rendre compte que les mains qu'il avait construites tremblaient autrefois de froid et de peur. Durant ces dernières années, on voyait souvent Reeves assis devant la vitrine de son atelier, polissant des outils et écoutant de vieux discours de guerre diffusés à la radio. Lorsqu'on lui demandait s'il regrettait d'avoir fabriqué cette ceinture, il secouait la tête. « Non, répondait-il doucement, j'aimerais juste qu'on n'ait pas à inventer de telles choses pour survivre. » Dehors, les collines du Kentucky s'étalaient vertes et paisibles, le genre de paix qu'il avait autrefois cru impossible. Et quelque part, loin en Belgique, l'épave de Mabel encore, rouillée dans la neige, témoignage silencieux de l'homme qui a transformé la ferraille en légende. La guerre était finie, mais ses échos persistaient. Reeves était incapable de dormir, qu'il pleuve ou qu'il pleuve. Chaque bruit le ramenait aux Ardennes. Il arpentait son atelier tel une sentinelle, polissant des clés à molette, esquissant des plans de machines qui ne quittaient jamais le papier. En 1946, un journaliste le retrouva dans le Kentucky et lui demanda une interview. Reeves déclina poliment. « La guerre est finie, dit-il. Une ceinture, c'est juste une ceinture. » Pourtant, le soir, il écoutait la radio décrire la reconstruction en Europe. Voies ferrées reconstruites, villes restaurées, et il imaginait les ruines qu'il avait vues. Des lettres de Morales arrivaient de temps en temps, pleines de nouvelles de la famille. « Mes enfants pensent que vous êtes un magicien », pouvait-on lire dans l'une d'elles. Reeves sourit faiblement et plia la lettre dans son carnet. Le monde avait évolué, lui non. En 1948, il assista aux funérailles du lieutenant Jack Hanlon, décédé lors d'un accident d'entraînement en temps de paix. Reeves se tenait seul près de la tombe, ses médailles tintant doucement contre sa poitrine. Il ne les avait pas portées depuis des années. Après la cérémonie, un colonel s'approcha et dit « Vous devriez prendre la parole lors de la cérémonie. Les hommes ont besoin d'histoires comme la vôtre. » Reeves secoua la tête. « Cette histoire n'est pas la mienne, elle est la leur. » Ce soir-là, il était assis à la table de sa cuisine, les yeux rivés sur la photo encadrée de Mabel, le char Sherman à moitié enfoui sous la neige belge. Il murmura « On a continué à tirer, Jack, pendant 4 heures d'affilée. » Dehors, les grillons chantaient là où l'artillerie avait tonné. En 1950, la guerre de Corée éclata. Les journaux publièrent des photos de soldats utilisant des courroies d'alimentation améliorées, inspirées du modèle de Reeves. Aucune mention de lui n'était faite, mais il reconnut immédiatement le motif. Il ressentit à la fois de la fierté et de la tristesse. « Ils continueront à se battre », murmura-t-il. « Ils en auront toujours besoin. » Ses mains tremblaient en pliant le journal, pensant au jeune mécanicien qui apprenait maintenant grâce à son croquis de terrain. L'idée lui avait survécu, tel un fantôme de guerre reconverti pour une autre génération. Reeves retourna à son atelier, se servit du café noir et murmura « Faites en sorte que ce soit plus fluide, les gars. Faites en sorte que ce soit meilleur. » Les années passèrent tranquillement. Reeves vieillissait dans la solitude, les cheveux grisonnants, la démarche ralentie par les cicatrices des éclats d'obus. Chaque jour des anciens combattants, il hissait le drapeau devant son atelier, nettoyait les outils et polissait la vieille ceinture qui avait autrefois sauvé son équipage. Les visiteurs qui passaient ne voyaient qu'un vieil homme voûté entouré de machines.
Mais à l'intérieur de cet atelier, l'histoire bourdonnait dans chaque engrenage, chaque maillon rouillé. Lorsqu'on lui demanda un jour pourquoi il n'avait jamais recherché la reconnaissance, Reeves répondit « Parce que la ceinture n'était pas faite pour la gloire. Elle était faite pour la survie. » Le journaliste qui avait écrit cette phrase avait intitulé l'article « Le mécanicien qui a inventé la mort ». Il figurait à la page 12, invisible pour la plupart, mais c'était suffisant. En 1955, le boom d'après-guerre avait transformé l'Amérique. Nouvelles usines, nouvelles voitures, nouvel optimisme. Mais Reeves se sentait comme une relique. Son petit atelier était situé au bord d'une nouvelle autoroute. Les camions passaient en vrombissant, faisant trembler les vitres. « Progrès !» murmura-t-il en serrant un boulon. Un matin, il reçut une lettre timbrée de Washington, D.C. Une invitation à un symposium sur l'innovation pour vétérans. « Nous serions honorés de vous voir présenter votre projet de campagne », pouvait-on y lire. Reeves hésita des semaines. Puis finalement, il rangea la ceinture originale dans une vieille caisse militaire et monta à bord d'un train en direction de l'Est. Le voyage lui donna l'impression d'avoir voyagé dans le temps. Les cheminées remplaçaient tôt les champs de bataille, les villes les tranchées. À Washington, la salle de bal de l'hôtel scintillait de médailles et d'uniformes. Reeves se sentait mal à l'aise dans son manteau marron usé. Quand son tour arriva, il posa la ceinture de munitions sur la table et en expliqua la fabrication. « De la ferraille, une chaîne de tracteur et une prière », dit-il. Le public rit doucement, sans moquerie cette fois. Un colonel s'approcha ensuite. « Vous réalisez que votre conception a inspiré toute une gamme de mécanismes d'alimentation en Corée et les premiers prototypes du Vietnam ?» Reeves cligna des yeux, stupéfait. « Je l'ignorais. » Le colonel sourit. « Parfois, la plus petite idée change la plus longue guerre. » Pour la première fois depuis des années, Reeves se sentit compris. Après l'événement, un jeune ingénieur nommé Margaret Ellison s'approcha de lui. « Monsieur, dit-elle, votre ceinture est plus qu'une machine. C'est de la philosophie, la simplicité sous pression. » Reeves ricana. « Philosophie, c'est un grand mot pour un ouvrier agricole. » Mais ses paroles persistèrent. Ils correspondirent pendant des années, échangeant des lettres sur la conception, la mécanique et l'éthique de l'invention. « Tout mécanisme, écrivit-il un jour, a un poids moral. Même les engrenages peuvent décider de la vie ou de la mort. » À une époque obsédée par l'énergie atomique, Reeves prônait la retenue, la conviction que les machines devaient servir l'humanité et non la servir. Ces convictions discrètes allaient plus tard influencer toute une génération d'ingénieurs éthiques. De retour au Kentucky, l'atelier restait son sanctuaire. Des enfants de l'école locale venaient parfois lui rendre visite pour des projets historiques. Reeves leur montrait la ceinture, expliquant comment l'improvisation sauvait des vies. « N'attendez jamais la permission pour réparer ce qui est cassé », leur disait-il. « Si le monde se bloque, débloquez-le. » Les enfants ne comprenaient pas toujours, mais ils se souvenaient de l'étincelle dans ses yeux. Il était devenu plus une légende qu'un homme, un fantôme de l'ère mécanique qui avait autrefois enseigné le courage par l'invention. Pourtant, lorsque les soirées s'allongeaient et que les collines prenaient des couleurs dorées, Reeves restait assis seul, écoutant les grillons, hanté par le bruit d'un fusil qui ne cessait jamais. En 1972, un historien militaire nommé Dodder, Howard Langley, il tomba sur le nom de Reeves alors qu'il effectuait des recherches sur les technologies improvisées de la Seconde Guerre mondiale. Sa curiosité le conduisit dans le Kentucky, à la petite boutique au bord de l'autoroute. Reeves, alors âgé de 87 ans, l'accueillit avec une pointe de suspicion. « Vous êtes le percepteur ou le journaliste ?» Langley sourit. « Un peu des deux, peut-être. » Autour d'un café, ils discutèrent pendant des heures. Langley enregistra chaque mot sur une bande magnétique, documentant les souvenirs de Reeves. Le froid, le bruit, l'odeur de diesel mêlée de sang. La voix de Reeves tremblait, mais sa mémoire était d'une précision irréprochable. « Je ne l'ai pas construit pour qu'on se souvienne de lui, » dit-il. « Je l'ai construit pour que mes amis ne meurent pas. » Langley écrivit dans ses notes « un génie modeste », un prototype d'ingénierie morale. L'historien a publié plus tard un article dans Military Mechanics Quarterly intitulé « L'innovateur oublié de Bastogne ». Cela a attiré l'attention nationale. Sa boîte aux lettres a été inondée de lettres de vétérans, d'étudiants et de musées. Il était soudain redevenu célèbre, 30 ans trop tard. Lorsqu'une équipe de tournage est arrivée pour le filmer,
Il a accepté à contre-cœur. Devant la caméra, il s'est assis à côté de la ceinture d'origine, expliquant chaque rivet. C'est laid, a-t-il dit, mais les choses moches sauvent parfois de belles vies. Ces images allaient devenir emblématiques, ses mains tremblantes, traçant le même métal qui nourrissait autrefois la soif d'un Sherman. L'armée américaine invita Reeves à Fort Knox pour une cérémonie de reconnaissance. Il portait son vieil uniforme, ses médailles ternes mais fières. Le général qui lui présenta la plaque déclara « Le sergent Reeves nous a rappelé que l'innovation n'attend pas l'approbation, elle naît de la nécessité. » La salle fusa d'applaudissements. Reeves baissa simplement la tête. Plus tard, il murmura à l'Anglais « Si Anne Lan était là, il rirait. » L'Anglais sourit. Il serait fier, Sam. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Reeves fixait le plafond, les applaudissements résonnant encore dans ses oreilles. Pour la première fois, il ressentit la paix, non pas de la fierté, mais un sentiment de réconciliation. Après son retour à la maison, Reeves a écrit une dernière entrée dans son carnet. Chaque machine raconte une histoire. La mienne en a raconté une, celle de l'espoir sous le feu des attaques. Il ferma le livre et le plaça près de la ceinture. Dehors, le tonnerre grondait sur les collines du Kentucky, un lointain écho des canons des Ardennes. En 1975, la santé de Reeves déclinait. Il passait la plupart de ses journées à son établi, à esquisser ce qu'il appelait l'alimentation parfaite, une version simplifiée et auto-nettoyante de son modèle de guerre. Margaret Ellison, désormais ingénieure confirmée, lui rendait souvent visite. « Sam, tu devrais te reposer, disait-elle. » Il souriait faiblement. « Je le ferai quand la ligne s'alimentera d'elle-même. » Ensemble, ils peaufinèrent son modèle final, compact, durable, résistant à la déformation thermique. « Pour le maintien de la paix, lui dit-elle, pas pour la guerre. » Reeves hocha la tête. « C'est la seule façon dont je voudrais qu'il soit utilisé. » Quand ses forces s'épuisèrent, elle promit de terminer le prototype. « Alors mon histoire sera terminée, » murmura-t-il. Un soir d'orage, Reeves était assis près de la fenêtre, la ceinture scintillant à la lumière de la lampe. Il parlait doucement, sans s'adresser à personne. « 4 heures, murmura-t-il. 4 heures qui ont tout changé. » L'horloge tic-taquait régulièrement, son nouveau métronome de la vie. Il prit un stylo et écrivit une dernière ligne dans son carnet. Même l'acier se souvient de la chaleur. Le lendemain matin, Margaret le trouva toujours assis dans son fauteuil, un léger sourire aux lèvres, la main posée sur la ceinture. Il avait 89 ans. Dehors, l'aube se levait sur les collines du Kentucky, pâle et clémente. Margaret tint sa promesse. Elle termina son plan final et le déposa sous le non-mécanisme d'alimentation Reeves Ellison. Ce concept n'a jamais été militarisé. Il est plutôt devenu la base des machines agricoles utilisées dans le monde entier. Les champs d'Afrique et d'Asie utilisaient désormais des courroies modifiées, inspirées du même principe qui servait autrefois à maintenir le feu à Bastogne. L'ironie ne lui échappa pas. Il a transformé l'outil de la mort en moteur de la vie, a-t-elle déclaré lors d'un hommage télévisé. La nation s'est ralliée à lui. Pendant un bref instant, le mécanicien du Kentucky est resté dans les mémoires, non pas comme un soldat, mais comme un créateur. Lorsque le Smithsonian a demandé le contenu de son atelier, Margaret a personnellement organisé l'exposition. Elle a placé sa ceinture au centre, flanquée de ses carnets et de ses outils. La plaque comportait les mots suivants. Samuel Reeves, 1916-1975. Il a construit pour protéger, il a conçu pour durer. Les visiteurs s'arrêtaient souvent plus longtemps devant cette exposition, sentant peut-être que ce qu'ils voyaient n'était pas seulement du métal, mais une conscience forgée dans l'acier. Des décennies plus tard, le monde changea à nouveau. En 2025, la guerre était devenue numérique, automatisée, lointaine. Pourtant, les académies militaires continuaient d'enseigner l'histoire de Samuel Reeves, l'ouvrier agricole qui refusa d'accepter l'échec dans la boue de Bastogne. Une réplique holographique de sa ceinture était exposée au Musée national de l'innovation, étiquetée « L'ingéniosité sous le feu ». Les étudiants ont visionné des images d'archives où Keanu Reeves expliquait son invention. Sa voix était pleine d'humilité. Ce n'est pas la machine qui compte, mais les mains qui la construisent. Cette phrase est devenue le leitmotiv des programmes d'éthique de l'ingénierie du monde entier. En Belgique,
près du site de l'ancien champ de bataille, un petit monument se dressait au milieu des pins. Les villageois l'entretenaient en déposant des fleurs chaque 19 décembre. L'inscription disait « À ceux qui ont gardé la route ouverte et à un homme dont la machine n'a jamais été bloquée ». Des vétérans et leurs descendants venaient chaque année. Certains laissaient des mots, d'autres de petits souvenirs, des obus usagés transformés en souvenirs. L'idée d'une ceinture artisanale ne faisait plus rire personne. De retour dans le Kentucky, Margaret Ellison, aujourd'hui nonagénaire, se rendait encore chaque printemps sur la tombe de Keanu Reeves. Elle apportait un simple maillon de métal d'une de ses ceintures originales, poli comme un miroir. « Tu as nourri le monde, Sam », murmurait-elle. Vraiment. À son décès 1 an plus tard, ses cendres furent dispersées à côté des siennes. Deux ingénieurs de générations différentes, unis par une idée née dans le désespoir, mais perfectionnée dans la paix. L'héritage ultime de Samuel Reeves ne résidait pas dans les musées, mais dans les principes. Le courage ne consiste pas seulement à appuyer sur la détente, mais à refuser de laisser le désespoir dicter l'invention. Sa ceinture de munitions artisanale, autrefois moquée, était devenue un symbole de l'ingéniosité humaine inébranlable. Chaque engrenage qui tourne sans à-coups, chaque machine de campagne qui nourrit les nations, porte la trace de ce matin enneigé de 1944, où un mécanicien discret osa construire l'espoir à partir de ferraille. Et dans ce sens, chaque fois qu'une machine refuse de tomber en panne, quelque part dans son rythme, le fantôme de Samuel Reeves fredonne toujours, constant, patient et infiniment vivant.